Il faut imaginer que Angkor, c'est quand même une surface d'à peu près 400 km² et qu'on n'aura jamais fini de fouiller tout ça. On ne sait pas, il y a des tas de choses qu'on ignore, d'autant plus que pendant très longtemps, on a été ébloui, à juste titre, par les temples. Et que par conséquent, on n'a pas eu le temps, ni les moyens, ni le temps, oui, de creuser pour en savoir plus. Christophe Pottier est architecte et archéologue. Il s'appuie sur les images radars pour tenter de retrouver sur le terrain les contours et la disposition de l'antique cité d'Angkor. Comme les églises de nos villages européens, chacun de ces temples perdus dans la jungle était le centre d'une petite agglomération. En dressant leur inventaire complet, on pourra évaluer la taille de chaque groupe d'habitation et retrouver ainsi les véritables dimensions de la métropole. Pottier et son assistant cambodgien Sin Chenda tentent aujourd'hui de localiser certaines de ces ruines encore non répertoriées dans la zone du Grand Angkor. Ce temple était sans doute le cœur d'un village abritant entre 100 et 300 habitants. Pottier et ses collègues ont établi qu'il existe dans la région plusieurs milliers de temples comme celui-ci. Le chiffre de population que cela suggère est tout simplement ahurissant. Il existait bien un lien direct entre ces villages et la capitale royale. Pour Charles Hayam, c'est cette inscription qui nous en donne la preuve. Nous savons qu'au moins 80 000 personnes venues de 3 000 villages étaient désignées chaque année pour fournir les matériaux nécessaires à l'entretien de la capitale. Des milliers de personnes et d'énormes quantités de matériaux devaient donc transiter des villages vers le centre. Le réseau de routes et de canaux mis en évidence par les images de la NASA reliait tous ces villages à la citadelle impériale d'Angkor Thom. De nombreuses inscriptions désignent le grand roi bâtisseur Jayawarman VII comme l'instigateur de ces réalisations. Jayawarman VII était un incroyable bâtisseur. Il a fait construire des routes dans tout son royaume. Il a énormément développé les infrastructures. Il a fait déplacer et tailler plus de pierres que tous les autres rois d'Angkor réunis. L'histoire retiendra son nom comme celui du plus grand bâtisseur de tous les temps. Si tous les villages entourant les temples extérieurs étaient ainsi reliés, alors l'ensemble constituait une gigantesque agglomération, une formidable métropole rurale de la taille du Grand Paris d'aujourd'hui, dont le centre était Angkor Thom, la cité impériale. Les premières évaluations font état d'une métropole qui pourrait avoir abrité plus d'1 million d'habitants à une époque où Paris n'en comptait que 300 000. Au sommet de sa puissance, entre le XIe et le XIIIe siècle, Angkor était certainement une des plus grandes agglomérations du monde. La civilisation khmer devait être d'une richesse et d'une puissance insoupçonnées pour avoir donné naissance à une cité d'une telle ampleur. Mais comment une population si nombreuse avait-elle pu vivre et prospérer au cœur de cette jungle inhospitalière? La réponse se trouve dans le talent dont ont fait preuve les Khmers pour maîtriser leur environnement et gérer la plus précieuse de ses richesses. Chaque année, durant 8 mois, le Cambodge connaît une sécheresse qui réduit ses rivières à un filet d'eau boueuse. Puis en quelques mois, la mousson fait gonfler étangs et cours d'eau. C'est pour cette raison qu'Angkor est bâti à proximité du Grand Lac, dont la taille se multiplie par 4 lors de la saison des pluies. Il pouvait ainsi fournir de l'eau toute l'année, ainsi qu'une réserve presque inépuisable de poissons. Une abondance qui semble avoir impressionné Zhu Daguan. De tous les poissons, c'est la carpe noire que l'on trouve en plus grand nombre. Puis viennent la tanche et le congre d'eau douce. Les crevettes de Chanan pèsent jusqu'à 500 grammes chacune. Quant aux crocodiles, ils sont aussi grands que des bateaux.
En dehors du poisson, comme partout en Asie, le riz était la base du régime alimentaire. Les rizières ont besoin d'un apport généreux en eau pour donner de bonnes récoltes. Lorsque Jayawarman, le fondateur, arriva à Angkor, des paysans y cultivaient déjà d'anciennes rizières. Mais entre le 9e et le 13e siècle, les rois successifs ordonnèrent le défrichage de milliers d'hectares de forêt pour y planter du riz. Il fallut faire preuve d'un savoir-faire subtil pour irriguer ces nouvelles cultures. Si le système d'irrigation venait à défaillir, la survie même du royaume était menacée. L'entretien permanent de ces canaux était donc vital pour la région d'Angkor. Mais il servait aussi à acheminer chaque jour les tonnes de blocs de pierre nécessaires à la construction des temples. On a retrouvé les carrières des temples au pied du Phnom Kulen, qui est un plateau qui est situé à une 50aine de kilomètres d'Angkor. Il y a un canal qui vient du Phnom Kulen, du pied du Phnom Kulen, et qui se rend sur le Grand Lac. À partir de quoi se faisait la distribution et on pouvait remonter sur Angkor par ce qui est maintenant la rivière de Siem Reap, qui est une rivière largement canalisée et depuis longtemps, et depuis l'époque d'Angkor. Dans un pays d'eau, en fait, comme Angkor, les canaux étaient beaucoup plus utilisés que les routes. Il y a des routes qui sont sur digues à cause de la saison des pluies, mais il y a plein de canaux. On en voit des traces partout. On a retrouvé les traces de plusieurs réseaux de canalisation et de canaux de taille et de débit différents, à la fois à l'intérieur des murailles et dans toute la région. Tous ces systèmes devaient être, à l'époque, raccordés les uns aux autres. Pour Jacques Gaucher, la prospérité d'Angkor est directement liée à la sophistication de ce réseau de canaux. Ces fouilles ont mis au jour 2 immenses réservoirs, mesurant chacun 300 mètres de long pour 20 mètres de large. Entre les deux passait une des artères principales de la ville. Jacques Gaucher voulait comprendre comment la route pouvait rester praticable alors que l'eau devait s'écouler en permanence d'un réservoir à l'autre. Ces sondages firent apparaître une jetée de pierres à l'endroit où la route coupait les réservoirs. Ils mirent aussi en évidence une légère différence de niveau entre les 2 réservoirs. Juste en dessous du niveau de la route, de petites canalisations creusées dans la jetée permettaient à l'eau de s'écouler du réservoir supérieur vers l'autre. Ce système complexe approvisionnait toute la ville royale en eau, permettant aux habitants de boire, de cuisiner, mais aussi de se baigner. Le Cambodge est un pays extrêmement chaud et il est impossible d'y passer une journée sans prendre plusieurs bains. Il n'y a ici aucun établissement spécialisé ou piscine. Cependant, toutes les familles disposent d'une mare ou bien elles en partagent une à plusieurs. Hommes et femmes se baignent nus dans ces mares. La construction de ces systèmes d'irrigation et des grands temples au cœur de la jungle a sans aucun doute nécessité une main-d'œuvre gigantesque. Ces extraordinaires réalisations posent une question aux chercheurs. Comment les rois khmers parvenaient-ils à réunir une telle force de travail ?